ça donne un côté sympathique. Et puis enfin, une clé de lecture aussi de cette présentation, vous verrez beaucoup de pommes et beaucoup de poires issues pour la plupart des intelligences artificielles. Et pourquoi des pommes et des poires? Parce que souvent dans les marchés publics, on dit au niveau de l'égalité de traitement notamment qu'il ne faut pas comparer des pommes et des poires, mais qu'il faut comparer des pommes et des pommes et des poires et des poires. Donc c'est un peu la raison de la présence de toutes ces pommes et toutes ces poires tout au long de notre exposé. Voilà, donc on peut démarrer la structure de notre exposé. Donc il y a 4 points principaux. D'abord les gens, donc l'équipe marché public. Après, de manière assez basique, qu'est-ce qu'un marché public? On parle de l'activité marché public, c'est bien de savoir ce que c'est. Ensuite, que fait l'OICO? Quel service offre l'OICO au niveau des marchés publics à ses clients? Et puis enfin, une dernière partie qui sera consacrée à vos questions. Donc l'équipe marché public, vous allez la voir incessamment apparaître. Voilà, donc vous avez ici 10 personnes. Alors, juste en guise d'explication, donc l'activité elle-même est coordonnée par Grégoire en tant que rôle coordinateur. Après, vous avez un noyau qui s'appelle le groupe services et fournitures, c'est-à-dire composé de Christelle, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est dans le train parce qu'elle a eu un examen important à Zurich par rapport à son brevet, justement, au marché public. Loris et moi-même, donc nous, on est spécialisés services et fournitures. On va vous expliquer ce que c'est. Et ensuite, nous avons des spécialistes assurance, Edine, Aude, Déborah, Stéphanie. Et puis en matière de LPP, il peut aussi y avoir une activité marché public, donc c'est Sébastien et Romain. Enfin, au niveau pire d'homme, au niveau des rôles, donc dans l'équipe marché public, donc Grégoire est le coordinateur, Christelle a le rôle finance, Loris a le rôle logistique et j'ai personnellement le rôle marketing and sales. Voilà pour toutes ces personnes qui exercent au niveau des marchés publics. Peut-être dire que l'activité marché public assurance existe depuis environ 2013, donc c'est l'historique de l'OICO, et puis la partie services et fournitures a été mise en place à mon arrivée en 2021. Voilà pour cette équipe qui est à votre disposition. Vous avez peut-être croisé un jour ou l'autre dans les bureaux, donc qui peut vous renseigner sur les marchés publics le cas échéant. Alors, la première question que vous devez vous poser, c'est certainement qu'est-ce qu'un marché public? On en parle beaucoup, mais parfois on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ah non. D'abord, c'est aussi un sujet d'actualité. Oui, on vous a exemplifié ça, c'est un article du Temps du 15 octobre, donc c'est très récent. Et pour que le Temps en parle, c'est quand même une problématique qui peut intéresser les gens. Et là, il y a même eu un éditorial plus un article. En l'occurrence, il s'agissait d'un appel d'offres du CHUV pour toute leur informatique. Donc, c'est un projet à plusieurs millions de francs pour uniformiser l'informatique des hôpitaux vaudois, que ce soit le CHUV ou les autres hôpitaux vaudois. Et il y a eu un recours, et donc on parle de ce recours, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'idée ici à faire passer, c'est que c'est un sujet important, où il peut y avoir des fortes sommes en jeu, et puis surtout que c'est un droit qui est complexe, donc c'est très formaliste, c'est un droit où il ne faut pas se tromper, d'où l'importance d'être bien conseillé. Il faut faire juste, ce n'est pas forcément toujours compliqué, mais il faut faire juste. Et preuve en est que tout le monde ne l'a peut-être pas fait, c'est les tribunaux qui le diront. Mais voilà un exemple récent d'actualité par rapport au marché public. Alors, excusez ce rond noir, je m'excuse, je vais retourner dans la technique pour essayer de l'enlever. Je ne sais pas pourquoi il y a un gros rond noir en bas des diapositives. Ah, c'est mieux. Voilà, qu'est-ce qu'un marché public? Donc, je vais déjà vous montrer ce que n'est pas un marché public. Donc ça, c'est un marché aux puces dans un lieu public. Donc, nous, dans l'équipe marché public, on n'organise pas des brocantes et on ne s'occupe pas du bon déroulement des brocantes. Peut-être dans notre activité privée, mais en tout cas, pas chez l'OICO. Donc, le marché public, la définition très juridique, c'est lorsqu'une entité publique ou une entreprise assujettie au droit des marchés publics passe un contrat avec un soumissionnaire privé
pour acquérir des fournitures, des services ou faire des constructions moyennant un financement. Je peux encore vulgariser cette définition-là en disant que c'est lorsque l'État utilise les deniers publics, l'argent public, l'argent des impôts. L'État, c'est la confédération, c'est les cantons, c'est les communes. Lorsque eux vont faire des contrats avec des entités privées pour l'achat de biens, de services et de travaux, on va parler de marché public. Donc, quand ils vont faire ces contrats-là, ils auront des conditions particulières, des règles particulières qui vont s'appliquer, étant donné que ce n'est pas simplement l'argent d'une société X, mais c'est l'argent de l'État et des impôts. Donc voilà ce qu'est les marchés publics. On a le premier quiz. Je vous ai mis normalement dans le chat un poly où vous pouvez répondre. La question numéro 1, c'est quel est le principal objectif selon vous des règles sur les marchés publics en Suisse? A. Augmenter les profits des entreprises publiques. B. Garantir une utilisation transparente et efficace de l'argent public. Et C. Encourager les entreprises locales à obtenir des contrats. Vous pouvez répondre dans le chat. Je ne sais pas si toi, tu as une vision sur le chat, Grégoire. Vas-y, tu peux cliquer. Tu vois pas le... tu as fait 1002. Oui. Je sais pas si c'est le deuxième. Pas mal. Ok, j'ai vu aucune erreur, donc effectivement, c'était peut-être un peu facile. C'est garantir une utilisation transparente et efficace de l'argent public. On parle d'utilisation transparente et efficace de l'argent public, qui sont des principes généraux des marchés publics. Il y en a différents, c'est des principes simples qui sont interdépendants, chacun a une influence l'un envers l'autre. Le premier principe, c'est l'utilisation économique des deniers publics, qui a des effets économiques, écologiques et sociaux durables. L'État ne va pas s'assurer que les offres soient uniquement les moins chères possibles et puis contractées uniquement avec les prestataires les moins chers, mais c'est l'État ou c'est des communes publiques, ils ont un rôle de promotion de valeur. Et pour ça, ils ne vont pas uniquement prendre les offres les moins chères, mais également, ils vont respecter aussi l'environnement ou ils ne vont pas sous-payer leurs employés. Donc pour ça, il y a des normes qui sont incluses dans les marchés publics qui permettent de garantir ces différents principes. Par exemple, il y aura toujours une évaluation des entreprises, qu'est-ce qu'elles font en termes de développement durable, pour l'écologie, qu'est-ce qu'elles font à l'interne, par exemple pour leurs employés aussi, ce sera pris en compte pour la notation des marchés publics. Ensuite, on a cette notion de transparence des procédures d'adjudication. On a les soumissionnaires, si jamais c'est aussi un terme qui va beaucoup revenir, c'est ceux qui participent aux appels d'offres. Donc, ces soumissionnaires-là, ils vont passer énormément de temps à investir pour essayer de gagner le marché. Et pour ça, on a ce principe de transparence. L'adjudicateur, donc là aussi, un autre terme qui va revenir, l'adjudicateur, c'est l'entité publique qui met un marché en concurrence. Donc, ils vont annoncer tous les critères, l'ensemble des conditions qui vont permettre de juger quelle sera la meilleure offre en amont. Comme ça, les différents soumissionnaires, quand ils participent au marché, ils savent, OK, je vais investir, je ne sais pas, 10 jours de travail là-dedans. Est-ce que j'ai vraiment une chance de l'emporter selon les critères qui vont être mis en place? Ça, c'est pour la transparence. L'égalité de traitement et la non-discrimination, c'est un principe qui permet d'éviter qu'on donne le marché à notre cousin Jean-Pierre parce qu'il est super sympa et puis qu'il nous a payé un restaurant la semaine dernière. Donc, égalité de traitement très important. En marché public, on évite toujours les critères subjectifs qui sont simplement parce que le vendeur était beau. Ça, c'est un critère qu'on ne connaît pas en marché public, mais on essaie d'avoir des critères objectifs prévus à l'avance. Et enfin, la concurrence efficace et équitable qui stimule la concurrence. On peut donner comme exemple le fait que tous les 4 ou 5 ans, les marchés sont remis en concurrence et ça permet, par exemple pour le soumissionnaire qui est le prestataire qui est actuellement tenant du titre, de se remettre en question, de réévaluer ses offres de prix, de qualité. Qu'est-ce que je vais faire pour remporter à nouveau le marché dans 4-5 ans? Voilà pour les principes des marchés publics. Alors, une question de base de ces marchés publics, donc de ces entités qui sont soumises au marché public, donc qui doivent lancer des appels d'offres, organiser ce genre de procédure. Donc, la première catégorie, elle est assez simple. Globalement dit, c'est l'État, donc c'est la Confédération.
On vous a mis comme exemple, on a eu un marché dernièrement pour Météo Suisse, donc qui est l'Office de météorologie de la Confédération. Donc ces entités-là doivent recourir au marché public. Vous avez la même chose au niveau des cantons, c'est Genève, Valais, Vaud, tous les cantons. Et puis la même règle s'applique aussi au niveau des communes. On vous a mis quelques-unes là pour qui on a eu des marchés publics. Crans-Montana, c'était de l'assurance. Renan, Plan-les-Ouates. Donc ça, c'est la catégorie la plus aisément compréhensible et où il y a peu de questions à se poser. Donc l'État, canton, commune, confédération, ils sont soumis au marché public. Il y a une deuxième catégorie d'entreprises où ça devient moins évident. Alors, il y a toujours un lien avec l'État. L'idée, c'est que des entreprises qui sont soit contrôlées indirectement par l'État, par exemple, qui ont au conseil d'administration des représentants de l'État, ou bien qui sont financées essentiellement par l'État, ou qui accomplissent une tâche publique sur mandat de l'État, toutes ces entreprises-là, elles sont également soumises au marché public. On vous a mis toute une série d'exemples. L'aéroport de Genève, la CGN, le CHUV, Romande Énergie, les fournisseurs d'énergie, les SIG, les établissements cantonaux d'assurance, l'Uni de Genève, par exemple des EMS, la maison de Vessy à Genève. On a aussi un mandat en cours, Fondation Foyer Vallée de Cœur, sur le Valais. Il y a des associations de communes, les Mouettes genevoises, les transports publics. Bref, il y a toute une série d'entreprises qu'on appelle souvent parapubliques qui sont également soumises. La question se pose de savoir pour certaines entreprises, mais on y reviendra, est-ce que je suis soumis ou pas? Il y a des cas nets, puis il y a d'autres cas qui sont moins évidents. Et puis, une dernière petite catégorie qui est mentionnée, c'est les projets financés à plus de 50% par des fonds publics. Alors là, dans le fond, peu importe l'entreprise, à partir du moment où l'État finance majoritairement un projet, ce projet devra faire l'objet d'un appel d'offres. Je vais vous donner quelques exemples des domaines qu'on a traités. Donc, on a une distinction entre les services et les fournitures. Donc, les services, on a eu notamment le domaine de la restauration scolaire, l'exploitation d'une crèche, de transport scolaire, l'entretien de terrain de foot, l'entretien d'espaces verts pour la commune de Colonie, la recherche d'un nouvel organe de révision pour la FTI. Là, on est en train pour la HESSO, le rectorat de la HESSO, d'organiser un marché public pour un business analyst pour le développement d'une application mobile. Et puis, en assurance, il y a différents domaines, la maladie, perte de gain, bâtiment, choses, et puis les assurances accidents. S'agissant des fournitures, donc là, peut-être ça vous parlera plus, c'est plus concret. On a l'achat d'un bateau à énergie solaire pour les Mouettes genevoises, l'achat de logiciels SIRH et leur contrat de maintenance, l'achat de parcs d'imprimantes, de fournitures de bureaux et enfin l'achat de camions de pompiers. Grégoire. Oui, on fait un petit focus sur l'activité assurance, puisque, comme l'a dit Jérôme, c'est à travers l'achat d'assurance pour nos clients depuis 2013 que les activités marché public chez Loico ont commencé. Ce sont nos premiers mandats habituels, je dirais. Et puis, chaque année, il y en a plusieurs qui sont exécutés par l'équipe que Jérôme a citée. Il y a des particularités dans les marchés d'assurance, et je les cite très rapidement. Contrairement aux autres marchés de services et de fournitures, on ne rédige pas le cahier des charges techniques, par exemple l'achat d'une prestation informatique ou l'achat d'un camion de pompier. Évidemment, dans le domaine des assurances, on a l'expertise pour nous-mêmes rédiger le cahier des charges, c'est-à-dire la description exacte de la couverture qu'on veut acheter et puis l'ensemble des conditions qui sont assortis à la couverture. La deuxième particularité, c'est que quand on achète un camion ou des services informatiques, il y a des honoraires, il y a le prix du camion. En termes de prix, je dirais la notion du prix est assez facilement cernable. En assurance, c'est très compliqué parce que, en fait, les assureurs ont des tarifs pour offrir telle ou telle couverture, mais en définitive, souvent, c'est la sinistralité passée, enregistrée sur les contrats d'assurance qui détermine le prix, et c'est ça qui complique bien souvent, notamment, la tâche de nos collègues qui organisent ce genre de marché. Et puis,
la dernière caractéristique, c'est que malheureusement, on doit constater que bien souvent, les offres des assureurs qu'on ouvre dans le cadre d'un marché public sont supérieures au budget auquel on pouvait éventuellement s'attendre. Ça pose des problèmes. Ça exige parfois qu'on doive interrompre des procédures et puis remettre les compteurs à zéro pour trouver d'autres solutions. Et puis, on a une situation de hard market aujourd'hui, c'est-à-dire d'appauvrissement de l'offre d'assurance en général peut-être, mais en particulier dans les marchés publics. D'une part, parce que répondre à un marché public pour un assureur, ben, c'est du job, ça prend du temps, il faut remplir la soumission, il y a pas mal d'éléments sur lesquels l'assureur doit apporter des réponses. Et puis l'autre motif, c'est que les assureurs deviennent frileux, c'est-à-dire qu'effectivement, en cas de sinistralité passée un tout petit peu lourde, ils sont parfois peu enclins à s'engager dans le cadre de marchés publics pour proposer des couvertures d'assurance à un prix acceptable. Voilà, ça c'est les trois, je dirais, particularités un tout petit peu de ces marchés un peu, je dirais, réguliers qu'on exerce au sein de l'OICO via le team assurance. Ouais. Je vais donner un exemple du déroulement d'une procédure d'appel d'offres. Donc, on a scindé ça en différentes étapes. La première, c'est la préparation du dossier d'appel d'offres qui comprend 3 groupes de documents majeurs. Le premier étant le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est la liste au Père Noël de l'adjudicateur. C'est qu'est-ce qu'il veut. Si c'est par exemple un camion de pompier, je veux un camion de pompier avec une échelle de 35 mètres, 2 grosses lances à incendie. Donc, c'est ce qu'ils veulent réellement, les points techniques désirés. Pour une cantine scolaire, ça va être je veux des prestations de restauration du lundi au vendredi, pas le mercredi parce que les enfants ont congé. J'aimerais qu'il y ait 2 repas végétariens dans la semaine. Donc, toute cette liste-là, c'est vraiment l'essentiel de la préparation. Nous, notre rôle, bien souvent, on n'a pas la connaissance technique. Donc, on n'a pas de connaissance de quel camion de pompier sera le meilleur pour effectuer les prestations. C'est les pompiers qui vont nous renseigner. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est l'étape où on discute avec le client. Est-ce que vous avez vraiment le droit de mettre... il doit toujours respecter les normes de marché public dans l'élaboration de ce cahier des charges. Je vous donne un exemple. Un marché qui serait qui serait ouvert à l'international, par exemple, l'adjudicateur ne pourrait pas mettre « je veux absolument que les soumissionnaires viennent de Suisse. S'ils viennent de mon village d'origine, c'est encore mieux. » Il ne pourrait pas mettre cette norme-là parce que ça limiterait le marché. Et puis nous, notre rôle, c'est de lire son cahier des charges et de se dire « ah, mais attendez, ça, vous ne pouvez pas le faire » et de lui expliquer pourquoi. Donc, analyser ces aspects techniques-là, qui soient conformes, et puis on peut, si le cahier des charges est trop large, avoir une grande disparité d'offres. Donc, on essaye aussi de cadrer, que ce soit quand même assez précis pour permettre justement que les offres soient comparables entre elles. Ensuite, on a tout ce qui est conditions administratives, conditions juridiques, ça c'est plutôt notre partie. Et puis enfin, on a les annexes. L'élaboration des annexes vont nous permettre ensuite d'évaluer les soumissionnaires. Et donc ça, c'est les 3 groupes de documents majeurs. On va ensuite passer à la deuxième étape. Une fois que tous les documents sont prêts, qu'on a tout relu, on publie l'appel d'offres sur la plateforme cimap.ch. Là, les soumissionnaires auront accès à l'ensemble des documents de l'appel d'offres. Donc, ils pourront choisir s'ils vont répondre ou pas à l'appel d'offres en proposant leur meilleure offre. S'ensuit une phase de questions-réponses. Peut-être qu'il y a des éléments qui, pour eux, sont encore flous dans le cahier des charges et puis ils vont nous poser des questions. Nous, on pourra assister pour les réponses aux questions administratives ou juridiques. Et puis, souvent, c'est le client qui va répondre aux questions techniques. Après cette phase de questions-réponses, il y a le dépôt des offres. Donc, nous, on reçoit les offres ici à Genève. Souvent, on met un délai, une date et une heure limite pour que les soumissionnaires viennent déposer les offres. Le premier jour, généralement, on ouvre les offres et on regarde si, en tout cas en apparence, c'est conforme, s'il ne manque pas certains documents. S'il manque des documents vraiment vitaux, on va regarder si on ne doit pas prendre une décision d'exclusion. Ou sinon, on va simplement entreprendre des démarches de clarification, leur écrire, écoutez, il manque tel et tel document qui est important, merci de nous le renvoyer dans les 2 jours, par exemple. Donc ça, c'est l'étape de dépôt des offres et d'ouverture. S'ensuit l'évaluation des offres. Donc là aussi, on va généralement évaluer tout ce qui est administratif et puis le client va se charger de la partie technique. Ensuite, il y a un comité d'évaluation avec l'ensemble des membres de l'adjudicateur. Et puis nous, on assiste à ce comité, on a une voix de recommandation, mais on n'a pas de droit de vote
pour élire le meilleur soumissionnaire. Je vais vous montrer, ça ressemble à ça, les tableaux qu'on utilise pour évaluer les différents soumissionnaires. Donc là, dans l'exemple que je vous ai présenté, on avait le prix, l'offre financière qui valait 40%, la qualité technique de l'offre. Ce que vous voyez entre parenthèses, c'est les différentes annexes qui sont utilisées pour évaluer le soumissionnaire. La capacité et le développement durable valaient 15%, et puis les références, donc c'est-à-dire les marchés antérieurs que le soumissionnaire, que le prestataire aurait effectué, qui vaut 10%. On additionne l'ensemble de ces critères, et puis on a un classement qui se crée. Tout ça, toute cette organisation, c'est pour avoir des motifs objectifs, pour que tous les soumissionnaires soient jugés de la même façon et qu'on évite de dire simplement lui, j'ai déjà travaillé, je sais qu'il travaille bien. Ça, on ne peut pas en prendre compte dans un marché public parce que c'est purement subjectif. Et ça, c'est transmis. Oui, exact. Ça, c'est transmis ensuite aux soumissionnaires. Donc, eux, ils vont pouvoir, sur la base de ce tableau-là, se dire, mais moi, l'offre financière que j'avais donnée, ce n'était pas du tout ça. Donc, ils pourront recourir, contester en fait cette décision administrative sur la base de ce tableau-là. Donc, il faut être prudent. Lorsqu'on établit les notes, il faut toujours pouvoir les justifier en marché public. Parce que si effectivement un soumissionnaire estime que c'est injuste, qu'il recourt, après ça passe devant un juge, et c'est le juge qui va estimer si effectivement vous avez fait un bon travail d'évaluation ou pas. C'est pour ça qu'on justifie toujours toutes nos décisions, qu'on garde des traces écrites, des communications avec tous les soumissionnaires. Donc je reviens à la suite de l'évaluation des offres. On a donc tout au long de la procédure des démarches de clarification qui peuvent être effectuées. Et puis on peut encore, si par exemple deux soumissionnaires sont très proches au niveau du score, organiser des auditions. Donc à cette occasion, il y aura un PV d'audition qui sera tenu et puis on va poser des questions un peu sensibles aux soumissionnaires. Écoutez, vous avez mis tel prix, est-ce que ça prend bien en compte, je ne sais pas, l'échelle du camion de pompier? On a l'impression que ça ne la prend pas en compte. Est-ce que elle fait bien partie de votre prix, etc. Donc ces auditions sont assez utiles aussi pour anticiper des problématiques éventuelles aussi dans le contrat final. Une fois que l'adjudicateur a son classement, sait quel soumissionnaire va l'emporter, on a une décision administrative qui s'appelle l'adjudication. Donc, on va dire, vous, soumissionnaire A, vous êtes le meilleur en fonction de tous les critères de cet appel d'offres. Donc, nous vous accordons le marché. Là, s'ensuit une période de recours. Donc, les autres soumissionnaires qui ne seraient pas contents de cette décision ont 20 jours pour recourir contre cette décision. Et puis, c'est uniquement s'il n'y a pas eu de recours qu'on peut faire le contrat. Donc, l'adjudicateur contractera, signera un contrat avec le prestataire. Maintenant que vous êtes des experts, on va passer au deuxième quiz. Donc, quelle est selon vous la méthode la plus courante pour attribuer un marché public? La première, A, choisir directement une entreprise sans appel d'offres. B, organiser un appel d'offres et comparer les propositions des différentes entreprises. Ou C, tirer au sort une entreprise parmi celles intéressées. Ça ressemble au jeu de TF1. Alors, je suis désolé, il n'y a rien à gagner à la clé. Hein, mais... Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a quelques erreurs, mais effectivement, la majorité ont voté pour le B. C'est juste organiser un appel d'offres et comparer les propositions différentes. Oh, c'est pas vrai, je suis sûr, c'est pas vrai. Je suis sûr, c'est pas vrai. En Valais, tu as raison. C'est ça, il fallait préciser le canton. Il fallait préciser le canton, oui. quoi. Bon, moi, j'ai répondu C, hein, donc voilà. Effectivement, on essaye d'éviter au maximum les motifs qui soient subjectifs et vraiment choisir une entreprise parce que c'est la meilleure en fonction de tous les critères et non pas parce qu'on l'aime bien ou qu'on a entendu qu'elle faisait du bon travail ou encore que c'est notre cousin valaisan. Voilà. Avant de passer à l'offre, Loïco, juste encore quelques remarques générales. Donc, c'est quand même une problématique complexe qui peut faire peur à pas mal de monde. Et les clients, souvent, la question qui les tracasse, c'est les chances de recours. Est-ce qu'il va y avoir un recours? Est-ce que, voilà, c'est la peur du recours, la peur de faire faux. Et c'est justement là où on peut leur apporter une grande valeur ajoutée. Donc,
le droit des marchés publics, c'est un droit qui est très formaliste. Vous avez vu toutes ces étapes à respecter que Loris a développées, complexe et puis souvent méconnues. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de techniciens, les pompiers, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Par contre, ils savent pas comment mener une procédure. Alors, les grandes entités ont des services d'acheteurs, donc ils ont engagé du monde pour faire ce boulot, mais souvent les petites entités, les petites communes, ben, elles ont besoin d'aide pour les aider dans tout ce parcours. Alors, comme dit, c'est un parcours jalonné d'étapes incontournables, mais qui peut se révéler semé d'embûches. Il y a beaucoup d'étapes, donc c'est d'autant plus de chances de faire faux à un certain stade de la procédure. Et puis, un autre principe qui est important, ça vaut de la peine, sauf urgence ultime, mais ça vaut de la peine de perdre du temps, en guillemets, au début, c'est-à-dire de soigner le cahier des charges, de soigner les documents d'appel d'offres, parce que si on fait ça un peu à la va-vite et pas comme il faut, ça nous rattrape tout le long de la procédure, par les questions, par l'évaluation, par un éventuel recours. Donc, c'est très important d'être au clair sur ses besoins et de fixer au départ un cadre précis. C'est du temps de gagner pour la suite et c'est très important cette phase de préparation. On a souvent des collectivités publiques qui savent plus ou moins ce qu'elles ont besoin ou qui sont assez floues sur leurs besoins. Et là, c'est notre rôle un peu de les aider à les préciser, à les cibler. Voilà. Alors, que fait l'OICO dans ce domaine? Donc, la tâche principale, c'est ce qu'on appelle, c'est l'organisation de marchés publics, c'est l'organisation de ces appels d'offres. Et plus spécialement, on a parlé avant de 3 grands domaines, les fournitures, donc les achats de matériel, les services, les conseils, et puis aussi il y a la construction. Donc, nous, à ce stade, on s'est limité à ces 2 genres de type de marché public, fourniture et services. On n'est pas actif dans les marchés de construction. Soit indirectement, si vous mandatez un architecte, si vous faites un concours pour mandater un architecte, alors c'est en lien avec la construction, mais en réalité, c'est un marché de services parce que vous mettez au concours des services d'architecte. Par contre, par construction, on entend la construction, je ne sais pas, d'un tunnel, de choses comme ça. Donc là, nous, on n'y est pas actif. Et puis, alors, ce qu'on fait, on fait ça, on appelle ça clé en main. Donc, c'est très confortable pour le client parce qu'il lui reste 2 choses à faire au client, en résumé, c'est être au clair sur ses besoins, donc faire le cahier des charges. Sauf dans certains domaines où, comme Grégoire l'a dit, le domaine assurance, là, en tant que spécialiste, on peut tout faire. On peut faire à la fois le cahier des charges et l'organisation de l'appel d'offres. Donc, le client, il doit dire ses besoins et puis il décide. Donc, nous, on est en rôle de conseil, mais le décideur, c'est le client. Donc, dans toutes les phases importantes de la procédure, l'adjudication, c'est une décision du client. Ce n'est pas une décision de l'OICO. L'OICO peut le conseiller, peut l'aider, mais le client, c'est le décideur ultime. Donc, à part ça, nous, on fait tout. On publie, on met sur la plateforme, on gère les questions, on gère les auditions, on gère le comité d'évaluation. Donc, c'est quand même une situation assez confortable pour le client parce qu'on lui ôte, donc on fait à sa place tout ce qu'il n'aime pas faire ou qu'il redoute, en quelque sorte. Et dans ce sens-là, on est en lien avec les valeurs LOICO qui fournit le même genre de service dans d'autres services administratifs où le but, c'est dans le fond de soulager le client de tâches administratives. Et puis l'autre aspect sur lequel on est moins actif, mais ça arrive aussi, c'est lié, c'est les conseils juridiques dans le cadre des marchés publics. Donc, de temps en temps, des clients nous demandent un avis de droit par rapport à certaines problématiques. On est aussi à même, ça dépend des procédures des cantons, mais on peut aussi, en cas de recours, représenter le client devant les tribunaux, en tout cas sur Genève et Vaud. Et donc, on est à même d'offrir ces conseils juridiques. Et Loris va vous développer, voilà, peut-être 2 conseils qu'on nous demande très souvent. Oui, les 2 questions juridiques typiques, c'est suis-je soumis au marché public? Il y a des entités pour qui ça va de soi, donc que ce soit l'État, les communes, elles savent quelles sont les entités publiques soumises au marché public. Mais parfois, par exemple, pour un EMS ou d'autres entités, c'est pas, et elles sont pas sûres. Elles se disent, ah, mais on a une activité, certes, de tâches publiques, mais on a aussi, par exemple, une activité privée. Est-ce que je suis soumis pour telle tâche
à la loi sur les marchés publics ou pas. Donc ça, c'est un des domaines des avis de droit qu'on a le plus souvent. Suis-je soumis au marché public? La deuxième, c'est dans l'hypothèse où je suis une entité publique, je suis soumise au droit des marchés publics, très bien. Mais comment est-ce que je peux éviter d'organiser une procédure ouverte, très contraignante? Moi, j'aimerais que ça aille vite, j'aimerais pouvoir choisir en réalité le prestataire. Donc, comment est-ce que je fais? Est-ce que je ne peux pas bénéficier d'une exception? Et c'est vrai que les entités publiques qui veulent éviter cette étape contraignante d'un appel d'offres en procédure ouverte pensent tous qu'ils sont bénéficiaires d'une clause d'exception. Je peux vous donner deux exemples. La première, c'est celle de l'urgence. Il y a ce qu'on appelle le gré à gré exceptionnel urgent. C'est-à-dire que si vraiment on n'a pas le temps et que c'est la seule solution, on peut directement octroyer le marché à une entité, à un prestataire. Mais cela implique que ce ne soit pas la faute de l'entité publique. Donc, ce n'est pas parce que on était en retard sur les délais, on va devoir passer directement à un prestataire. Ils ne peuvent pas faire ça, parce que sinon, ce serait la porte ouverte. À chaque marché, ils feraient exprès d'être super en retard pour pouvoir bénéficier de cette clause-là. Ça ne doit pas être le fait de l'entité publique. Et puis, pour rentrer dans cette clause d'urgence, c'est vraiment des motifs très limités. Par exemple, quand il y a eu le Covid, pour acheter des masques, en grande quantité, là, effectivement, c'est une clause d'urgence, mais c'est vraiment les catastrophes naturelles ou des événements qui sont impossibles de prévoir. La deuxième clause d'exception, c'est des motifs techniques. Donc, par exemple, une commune nous dirait, mais nos ordinateurs, ils fonctionnent que avec Microsoft, c'est la seule solution, il n'y a pas d'autre alternative. Et ça peut être utilisé, cette clause d'exception, mais la problématique, c'est que s'il y a un seul prestataire dans le monde ou en tout cas qui est capable d'effectuer la prestation aussi, on ne peut pas passer par cette clause-là. Donc elle aussi, elle est très limitée et en réalité, c'est des clauses qui doivent rester exceptionnelles et souvent les conclusions de nos avis de droit vont dans le sens, écoutez, désolé, mais vous devez passer par un marché public. Donc voilà pour les deux questions juridiques typiques qu'on a le plus souvent. Voilà. Et donc, il y a certains cantons, sans les nommer, où le sport national, c'est de pas trop se demander si on est soumis au marché public, voilà, parce qu'on cherche à les éviter. Et là, l'idée de ce transparent qui est un peu le même que celui qu'on a déjà dit avant, c'est un peu une idée de cross-selling qu'elle a derrière. C'est-à-dire que vous-même, dans les secteurs où vous travaillez, dans les activités locaux où vous travaillez, vous demandez est-ce que vous avez des clients voilà, qui seraient quelque part soumis au marché public. Alors, il y en a, comme on l'a dit, ça va de soi. Mais je prends l'exemple, par exemple, là, du client Fondation Foyer Ballet de Cœur. Donc, c'est une fondation qui occupe plusieurs sites en Valais et qui accueille des gens qui ont des forts handicaps physiques. C'est pas dans le domaine mental, mais c'est vraiment des handicaps physiques. Et là, ce mandat-là, par exemple, est venu par Aude, parce que Aude a des contacts avec pas mal de ce genre d'organismes en Valais au niveau assurance. Et puis, voilà, la question est venue des marchés publics et tout. Donc ça, c'est un client qui est venu chez nous par Aude parce qu'il y a eu cette activité de cross-selling et ce questionnement au niveau des marchés publics. Alors après, c'est à l'entité de savoir voilà, si elle veut faire des marchés publics ou pas. Mais je vous incite, vous, dans votre portefeuille ou dans les activités que vous avez, il y a certainement peut-être 2 ou 3 clients dans le domaine, je ne sais pas, médical ou comme ça, qui seraient susceptibles d'être soumis au marché public et donc pour lesquels on pourrait offrir nos services. Voilà, donc on arrive au bout de cette présentation. On est là pour répondre à vos questions aussi, n'importe lesquelles, hein, par rapport à tout ce qui vient d'être dit maintenant. Donc, j'ouvre le round des questions. Ouais, moi je propose voter une question, enfin deux, mais peut-être la première, parce que je trouve quand même intéressant ce cas, peut-être je vous laisse l'expliquer finalement, hein, de conflit d'intérêt entre ce métier et puis les autres métiers de l'OICO, peut-être qu'on a vécu sur notre client Protectas. Peut-être je laisse peut-être Jérôme l'expliquer, il fera mieux que moi. Puis j'ai une deuxième question, c'est finalement
bon, je vous l'ai un petit peu dit, mais comment, quels sont vos bons trucs pour convaincre un client qui, selon nous, est soumis au marché public, mais qui ne veut pas le faire? Alors, je prends en tout cas la première question. Donc, effectivement, la question des conflits d'intérêts peut se poser. Euh, on organise des appels d'offres et il se peut très bien que parmi les soumissionnaires qui répondent, par hasard, ce soit un client Loico. Alors, Christophe a cité Protectas. Et ben là, c'était typiquement un appel d'offres pour une commune genevoise pour des prestations de sécurité privée. Donc, en plus de l'autorité publique officielle, ils mandatent des services privés pour assurer la sécurité de leur commune. Et puis, Protectas, c'était dans les soumissionnaires qui ont répondu. Et puis, le fait est que Protectas n'a pas gagné le marché alors qu'ils étaient titulaires précédents des prestations. Et puis voilà, après, ils sont venus en disant que le marché avait été mal organisé et tout. Mais là, on a typiquement l'exemple d'un conflit d'intérêts où, dans le fond, vu de l'extérieur, on peut être soupçonné de favoriser Protectas parce que, sauf erreur, Protectas, c'est le deuxième ou troisième client de Loico. Donc, c'est clair que vu de l'extérieur, on pourrait nous soupçonner de favoriser Protectas. En l'occurrence, c'est justement pas ce qui s'est passé parce que c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Alors peut-être Protectas s'attendait à ce qu'on les favorise parce qu'ils sont les meilleurs clients, mais nous, on travaille de manière déontologiquement propre et donc c'est pas parce que c'est Protectas qu'on les aurait mis devant. Et puis, suite à ça, on a eu une discussion. Et puis, la décision qui a été prise pour éviter ce genre de soucis à l'avenir, c'est dorénavant, nous n'organiserons plus de marché public pour des prestations de sécurité. Donc, les apparences jouent contre nous quelque part parce que même si on fait le job comme il faut, on aura toujours ce soupçon qu'on favorise un client important chez nous. Donc, voilà pour cette problématique de conflit d'intérêts. Mais ça peut arriver dans d'autres domaines. Hein. Imaginons que, je ne sais pas, alors ce n'est pas le cas, mais une grande entreprise qui fournit de la restauration scolaire soit cliente chez nous, ben ça va se reproduire. Donc, c'est à nous d'être attentifs au moment où on fait l'appel d'offres ou par rapport aux rentrées des offres des soumissionnaires, d'éviter ce genre de conflit d'intérêts. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux rajouter quelque chose. Non, pas du tout, mais je trouve que c'était bien de le préciser, Oui, parce de qu'évidemment, le c'est des dire. questions qu'on peut se poser dans les équipes. Après, on a aussi, quand on a fait l'analyse, on a aussi vu qu'en fait, il n'y avait pas tant d'autres domaines d'activité potentiellement concernés chez nous, donc il n'y avait pas un risque qu'on doive exclure beaucoup de marchés publics pour la même raison, quoi. Donc voilà, c'était juste en termes de complément d'information. Par rapport à l'autre aspect, moi je peux apporter un bout, puis mes collègues pourront compléter le cas échéant, mais voilà, c'est clair que les marchés publics font peur et puis qu'il ne faut pas se leurrer. C'est une procédure qui prend 3, 4, 5 mois. Donc c'est clair que ça demande du temps. Quelque part, les gens ont l'impression de perdre du temps et puis c'est lourd administrativement. Bon, si nous, on le prend en charge, je pense que le client administrativement, il n'a plus grand-chose à faire. C'est notre avantage. Moi, j'ai quand même vécu pas mal de cas où, ça dépend aussi des politiques, hein, mais où une commune, elle s'est retrouvée mieux après le marché public qu'avant. C'est-à-dire, on a le même prestataire de service depuis 10, 15 ans. Comme l'a dit Loris, on va manger chaque année avec lui au restaurant en fin d'année, et puis tout se passe bien. Mais on ne se pose plus trop de questions sur les prix, sur les prestations. Et des fois, la mise en concurrence d'un service, permet de se poser des bonnes questions sur les besoins qu'on a réellement. Et puis deux, ça permet aussi tout bêtement de gagner de l'argent parce que le fait de mettre en concurrence, on se rend compte que pour le service qu'on a toujours fait chez la personne qu'on connaissait bien, il y a d'autres qui l'offrent, puis à des prix souvent plus intéressants. Donc, il y a une certaine dose quelque part de courage à oser faire ça. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres arguments qui vous viennent par rapport à pousser des clients à... Bah, je commence vite. Là, ce qui nous a aidé ces derniers temps, c'est l'article du temps. Parce que
la presse en a parlé, et puis certains soumissionnaires se sont dit, d'ailleurs, les derniers rendez-vous avec des clients potentiels qu'on a eus, ils nous ont tous parlé de cet article du Temps. Ah, vous avez vu ce qui s'est passé avec le CHUV? Bah, on aimerait éviter qu'on fasse faux à ce point-là, et puis que, par exemple, la HESSO, qu'on remette en question notre intégrité en tant qu'adjudicateur. Donc la presse, en ce moment, ça a un bon effet sur notre activité. Les adjudicateurs ont peur de faire faux. Je peux aussi citer un autre argument, mais qui me provient d'un client très récent en Valais, dans le cadre d'une analyse de risque, d'ailleurs, pas du tout d'une démarche marché public. J'ai affaire à une fondation dont la directrice me dit, ben voilà, il y a le conseil de fondation, il y a un assureur au sein du conseil de fondation, je subis des pressions, etc., pour que les choses ne changent pas, puisque évidemment tout le portefeuille d'assurance des slips aux chaussettes est assuré auprès de l'agent d'assurance en question, ce qui est assez évidemment particulier. C'est évidemment en Valais, pour faire plaisir à Christophe Barman. Et c'est vrai que là, le fait de pouvoir dire à cette directrice, mais vous savez, by the way, vous êtes soumis au marché public, il suffit qu'au prochain conseil de fondation, vous précisiez ben, que, ma foi, pour des raisons indépendantes de votre volonté et qui sont juridiquement fondées, vous allez devoir porter ce type de marché en marché public, soumis à la concurrence, puis ça vous protégera tout simplement contre la pression d'un membre du conseil de fondation qui, pour des raisons tout à fait fautives et relativement scandaleuses d'ailleurs, prétend pouvoir défendre un prestataire de service. Donc le marché public, même s'il est des fois chronophage, lourd, risqué, coûteux, le marché public apporte aussi parfois un soulagement aux parties prenantes, aux fonctionnaires quelque part qui sont en place et qui doivent exécuter un acte d'achat pour une collectivité. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, salut. Merci pour la Salut. présentation là, c'était vraiment super intéressant. J'ai vu qu'il y avait, ben, évidemment, hein, ouais, la partie développement durable m'intéresse pas mal. J'ai vu qu'il y avait effectivement une pondération à 15% pour le développement durable. En termes de maturité dans les marchés publics que vous avez pu conduire là ces derniers temps, par rapport à ce paramètre-là, comment est-ce que vous définiriez la maturité ou en tout cas l'acceptabilité des adjudicateurs ou des soumissionnaires par rapport à ça, enfin surtout les soumissionnaires? Oui, c'est une très bonne question. Donc, ce qu'il faut déjà dire, c'est que le cadre légal a changé récemment et il a clairement ouvert la porte à une plus grande place pour le développement durable. Après, du côté des adjudicateurs, le trend, il est clairement une augmentation de la pondération du développement durable. Il demeure une difficulté pratique, c'est comment évaluer vraiment ce développement durable. Parce que c'est une chose de dire on veut du développement durable. Après, c'est une autre chose de comparer des offres en disant laquelle est la plus conforme au développement durable. Donc, on a deux niveaux d'évaluation, si on veut. On peut évaluer l'entreprise elle-même en tant que telle, indépendamment du marché qu'on lance, hein, que fait l'entreprise X en matière de développement durable, quelles sont les conditions sociales des travailleurs, est-ce que son comportement en général est pro-développement durable, est-ce qu'elle est certifiée ISO 14000 ou ce genre de choses. Et puis, on a un deuxième spectre d'évaluation, c'est lié au service lui-même. Et ce n'est pas toujours facile. Je prends le cas des assurances. C'est difficile de dire que les services d'assurance de AXA sont plus développement durable que les services d'assurance de Generali. Alors, on peut raisonner sur l'entreprise, mais sur le service lui-même, il n'y aura pas beaucoup de différence. Sur un camion de pompier, c'est différent, parce qu'on pourra demander une norme Euro 6, 7, on pourra demander de l'électrique, on pourra demander peut-être des produits chimiques, de la mousse, voilà, qui est meilleure. Mais je dirais que la volonté d'en faire plus développement durable, elle est présente. La difficulté, elle est dans
dans le pragmatique, c'est-à-dire trouver des moyens d'évaluer correctement le développement durable. Hein. Ça peut concerner des matériaux, différentes choses, et puis ça peut coûter aussi, parce que voilà, on veut, je sais pas, on veut un revêtement de route et puis on veut des pavés dont on peut être sûr qui sont, voilà, que la chaîne des fournisseurs ou bien la chaîne de fabrication soit propre. Mais tout ça, c'est des choses, c'est pas évident à les obtenir et c'est pas évident à mettre en place. Mais l'avenir, je veux dire, moi, j'en suis certain, il va clairement dans cette direction. Et puis là, on a la chance, je dirais, chez Loico d'avoir des spécialistes. Donc, il y a clairement une forme de synergie à creuser au niveau Loico. Voilà, on pousse le développement durable au niveau des marchés publics et puis on s'appuie sur l'équipe développement durable en matière d'évaluation, nous fournir peut-être des instruments pour mieux évaluer les offres au niveau développement durable. Excellent, merci beaucoup. D'autres questions? Ce n'est pas le cas. On va mettre un terme à la présentation. Merci beaucoup de votre attention. Oups, j'ai quitté. Non, j'ai pas éteint. Ah non, c'est bon. Non, Merci on beaucoup. vous entend Passez une toujours. très bonne journée. Merci, c'était hyper bien. Merci à vous, Papa. bonne journée. Merci beaucoup. Salut. Merci, belle Ciao, journée. ciao. Merci.